Vous écoutez On lit pour vous. Corpus Sancti Augustini, le secret des reliques. Un texte de Mohamed Chérif Lachichi, paru le 17 juin 2026, dans Présence, Information religieuse. La visite annoncée du pape Léon XIV à Pavie, où il doit se recueillir devant les reliques de saint Augustin, son maître à penser, remet en lumière une question rarement posée de manière frontale, mais pourtant d'une rare actualité. Quelle place occupent encore les reliques dans le christianisme contemporain? Que révèlent-elles de notre rapport à la foi, à la mémoire et à la matérialité dans un monde où les formes du sacré sont de plus en plus interrogées? À Pavie, dans la basilique San Pietro in Cielo d'Oro, le Saint-Pierre au ciel d'or, repose le corps de saint Augustin, l'un des plus grands penseurs du christianisme. Ce lieu attire depuis des siècles des pèlerins venus du monde entier. Il s'inscrit dans une tradition ancienne où les reliques, qu'il s'agisse de corps, d'ossements ou d'objets associés aux saints, sont considérés comme des signes de leur présence spirituelle, mais aussi comme des marqueurs historiques et identitaires, fortement ancrés dans la culture catholique. Pourtant, cette pratique n'est pas propre au christianisme. On retrouve des formes de vénération des restes humains ou d'objets associés au sacré dans d'autres traditions religieuses. Dans le bouddhisme, avec les reliques du Bouddha conservées dans divers stupas en Asie, dans certaines traditions islamiques autour d'objets attribués aux prophètes, ou encore dans des cultures anciennes où les dépouilles des figures fondatrices participaient à des rites de mémoire et de légitimation. En clair, la relation entre sacré et traces matérielles traverse les civilisations, même si elle prend des formes et des intensités variables. Le spirituel et le matériel. Devant le christianisme, que signifie encore cette pratique aujourd'hui dans des sociétés marquées à la fois par la sécularisation et par des formes renouvelées du religieux? Dans la tradition catholique, les reliques ne sont pas censées être des objets magiques ou des instruments de pouvoir. Elles renvoient avant tout à une vie, à un témoignage, à une histoire spirituelle. Elles rappellent le parcours d'un saint et ce qu'il a incarné, plus qu'elles ne sont vénérées pour elles-mêmes. Mais cette distinction théologique se confronte souvent à des pratiques de dévotion où la matérialité prend, dans les faits, une place plus centrale. Cette nuance est parfois formulée de manière très concrète par des acteurs du monde ecclésial. Interrogé par nos soins, l'ancien recteur de la basilique Saint-Augustin d'Annaba et docteur en philosophie politique de l'Université catholique de Louvain, le père Lucien Borg, avait résumé l'enjeu par une formule lapidaire. Corpus Sancti Augustini. Derrière cette expression apparemment simple et volontairement ouverte se déploie une double lecture. Le mot corpus désigne d'abord le corps physique du saint, sa dépouille, la réalité matérielle des reliques, mais il renvoie aussi, dans un sens plus large et toujours vivant dans les usages intellectuels contemporains, à l'ensemble de son œuvre. Le corpus augustinien, c'est-à-dire ses écrits, ses sermons, ses lettres et sa pensée doctrinale. Entre ces deux dimensions, le corps et le texte, se dessine une continuité plus qu'une opposition. Pour le prêtre augustinien, la présence de cette figure majeure de la pensée chrétienne ne se limite ni à ses restes, ni à son héritage intellectuel pris isolément, mais à l'entrelacement de ces deux formes de présence, l'incarnation et la parole. Le voyage des reliques. Cette réflexion au sujet du culte des reliques prend une résonance particulière à la veille de la visite du Saint-Père à Pavie, notamment lorsqu'on retrace le parcours des restes d'Augustin. Que de péripéties, en effet. Mort à Épone, assiégé par les Vandales en 430,
Son corps n'a pas immédiatement trouvé sa place actuelle. Selon les traditions historiques, sa dépouille aurait été transférée au début du 8e siècle vers la Sardaigne afin de la préserver dans un contexte d'instabilité en Afrique du Nord. Elle aurait ensuite été déplacée en Italie du Nord, sous les Lombards, avant d'être définitivement installée à Pavie, où elle repose aujourd'hui. Cette trajectoire faite de déplacements successifs rappelle que les reliques ne sont jamais totalement fixées dans un lieu, mais inscrites dans des circulations historiques, religieuses et politiques. Parallèlement, une relique attribuée à saint Augustin, un cubitus correspondant à son avant-bras droit, est conservée à Annaba, dans la basilique qui lui est dédiée sur le site de l'antique Hippone, où s'était rendu le pape en avril dernier lors de sa visite historique en Algérie. Cet ossement fit l'objet d'une translation au début de la période coloniale française, dans le contexte du renouveau missionnaire. Le premier évêque d'Alger, Monseigneur Dupuc, obtint du pape Grégoire XVI sa restitution. Elle fut rapatriée en Algérie le 28 octobre 1848 à bord de la corvette à vapeur Gassendi. Son arrivée suscita une forte ferveur parmi les nouveaux colons français, dans un contexte où la redécouverte des lieux augustiniens contribuait à la construction symbolique d'un ancrage religieux et historique en Afrique du Nord. Cet événement, perçu comme un retour symbolique de l'évêque sur sa terre natale, s'inscrivait dans un contexte plus conflictuel, celui d'une présence missionnaire en pays d'islam, associée par une partie des populations locales à une entreprise de domination politique et d'acculturation dans le cadre du projet colonial. Il témoigne ainsi de la recomposition des équilibres religieux et politiques au début de la période coloniale française. Enracinement nord-africain. Mais cette lecture linéaire laisse échapper une autre profondeur historique. Augustin est d'abord un enfant du pays, né à Tagaste, l'actuel souk Arras, évêque d'Hippone, et figure pleinement enraciné dans cette terre nord-africaine. Il appartient à cette ancienne Numidie de l'Antiquité tardive, bien antérieure à l'islam, où se sont élaborées des strates spirituelles, culturelles et intellectuelles appelées à traverser les siècles et à se reconfigurer au fil des ruptures historiques. Dès lors, la circulation de ces reliques en Méditerranée peut aussi se lire autrement, non seulement comme le produit de vicissitudes historiques, mais aussi comme une forme de retour différé, presque paradoxal, vers sa terre d'origine. Une manière en quelque sorte de rappeler qu'Augustin n'a jamais totalement quitté l'Algérie à laquelle il appartient. Là-bas, les lieux augustiniens ne se réduisent pas à de simples vestiges archéologiques. Ils demeurent traversés par une mémoire active, parfois discrète, où la figure du saint dépasse les appartenances confessionnelles. Jusqu'à aujourd'hui, ces espaces restent investis d'une forme de reconnaissance patrimoniale et symbolique, y compris dans certaines traditions populaires musulmanes locales, à travers les figures soufis de Sidi Messaoud à Soukaras et de Lelabouna à Annaba, comme si la trace du marabout chrétien appartenait déjà à une mémoire plus large que celle des seules traditions religieuses. Sagesse de la piété populaire. En pratique, symboles et objets peuvent se confondre au point que leur frontière devient difficile à discerner. Pèlerinage, culte des saints, offrande ou vénération des reliques sont des expressions de ce que l'on appelle la piété populaire, aux formes multiples et évolutives. Il s'agit d'un vaste ensemble de pratiques vivantes où se mêlent tradition, culture, quête spirituelle et parfois simple besoin de sens. Même dans un contexte où la pratique chrétienne est globalement en recul dans nos régions, cette piété populaire semble connaître un regain d'intérêt. Comment comprendre, en effet,
l'engouement persistant pour les processions du Saint-Sacrement, les pèlerinages mariaux, notamment à l'occasion de l'Assomption, ou encore pour d'autres formes de dévotion qui continuent de rassembler largement. Cette dynamique renvoie à une dimension fondamentale de la foi chrétienne, l'incarnation comme fondement du rapport au divin. Autrement dit, une foi qui ne se comprend pas uniquement comme adhésion intellectuelle, mais comme expérience incarnée, inscrite dans des gestes, des lieux et des corps. La visite du pape Léon XIV à Pavie s'inscrit précisément dans cette vision. Elle met en relation deux lieux pétris d'histoire, Pavie et Annaba, et deux dimensions d'un même héritage, celui d'Augustin, dont la pensée continue de structurer une large part de la tradition chrétienne. Entre ces deux rives, ce ne sont pas seulement des reliques qui circulent, mais aussi des manières de penser le corps, la mémoire et le sacré. Le déplacement du pape devient alors le point de départ d'une interrogation plus large sur la manière dont les sociétés contemporaines lisent encore ces traces matérielles. Au fond, la question demeure ouverte. Que faisons-nous aujourd'hui de ces fragments de mémoire que sont les reliques? Et que disent-ils de nous autant que des saints auxquels ils renvoient? C'était Corpus Sancti Augustini, le secret des reliques, un texte de Mohamed Chérif Lachichi, paru le 17 juin 2026 dans Présence Information religieuse. Instaurer un contre-feu face aux feux de forêt autoritaristes. Un texte de Louis-Philippe Lampron, paru le 13 mai 2026 dans Droits et Libertés. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « C'est lui ? Vous croyez ? Il ne faut rien exagérer. » Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Françoise Giroud, 1997. Le diagnostic est clair et a été posé par de nombreux auteurs et autrices et organismes de la société civile au cours des dernières années. Nous faisons actuellement face, chez nous comme ailleurs, à une montée de l'autoritarisme qui menace nos démocraties et les institutions nécessaires à leur pérennité. Cette montée en puissance de projets politiques dont la simple énonciation aurait été impensable il y a à peine une décennie, va de pair avec un enfoncement délibéré de la fenêtre d'Overton à droite, ému par le bulldozer numérique des ingénieurs du chaos décrit par Giuliano d'Empoli. Dans la ligne de mire de celles et ceux qui alimentent cette tempête se trouve, sans surprise, l'effectivité des régimes de protection des droits et libertés de la personne, tout particulièrement lorsqu'il est question des droits de membres de groupes minoritaires. Au sud de la frontière, les actes de l'administration Trump dans son second mandat, appelons-la Trump 2, constituent le symbole le plus évident, grossier et dangereux d'un petit groupe de personnes qui tentent de faire aboutir la transformation d'un régime démocratique en régime autoritaire. Pour autant, on aurait tort de croire qu'il s'agit là soit de la source des vents illibéraux qui soufflent actuellement sur la planète, soit d'une tempête passagère qui va se résorber dès les prochaines élections américaines, qu'elles soient présidentielles ou demi-mandat. Aussi spectaculaire soit-elle, l'action de Trump 2 n'est qu'un symptôme d'une lame de fond plus soutenue qu'il importe d'aborder frontalement, chez nous, tant que la situation est encore gérable. Signe de dérive autoritaire. Comme j'ai essayé de le démontrer dans mon essai « La démocratie ne se défendra pas toute seule », Éco-société 2026, les failles politiques et juridiques dont Trump 2 tente actuellement d'abuser pour faire basculer la démocratie américaine vers l'autoritarisme existent également chez nous, quand elles ne sont pas encore plus importantes. Dans le même sens, bien que nous ayons la chance, au Québec et au Canada, d'évoluer dans des sociétés où nos institutions démocratiques sont encore solides et où le climat politique est moins polarisé qu'aux États-Unis ou dans d'autres régions du globe, les signes de potentielles dérives autoritaires commencent malgré tout à se multiplier. Prenons pour exemple le cas de la Cour suprême du Canada, qui a jugé discriminatoire l'exclusion des demandeurs et demandeuses d'asile et leurs enfants de l'accès aux garderies subventionnées du Québec. En réaction,
presque tous les partis politiques de la province, à l'exception de Québec solidaire, ont minimalement évoqué la possibilité de déroger aux chartes des droits en vigueur au Québec pour suspendre les effets de cette décision. C'est un des signes inquiétants de déplacement de notre fenêtre d'Overton collective. Un peu comme si, de la mesure exceptionnelle que représentait le recours à la dérogation avant que la loi sur la laïcité de l'État du gouvernement caquiste ne soit adoptée, avec la suspension préventive de tous les droits qu'il était possible de suspendre dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise, le choix de montrer qu'on est game, de suspendre les droits fondamentaux des Québécois et Québécoises, était désormais un passage obligé pour qu'un parti politique prouve qu'il est véritablement nationaliste. Malgré ces dérives de plusieurs de nos élus, je refuse de croire que les Québécois et Québécoises ne sont plus attachés au régime de protection des droits et libertés de la personne qui constitue le cœur de sociétés démocratiques depuis aussi loin que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela constitue néanmoins un signal d'alarme très sérieux pour quiconque souhaite le maintien de cette digue collective, nous permettant d'assurer que les personnes qui sont temporairement aux commandes de l'État, 1. dirigent pour l'ensemble de la société, et 2. n'abusent pas de leur pouvoir à l'encontre de portions de la population. En ce sens, près de 80 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est indispensable de ne pas céder à la tentation facile du dogmatisme et d'une posture délétère de défense des droits fondamentaux parce qu'ils sont fondamentaux. Face à la multiplication des attaques populistes contre ce socle de l'ordre international découlant de la Deuxième Guerre mondiale, il importe de multiplier les manières claires, simples et efficaces de réactualiser l'importance cruciale de ces garanties démocratiques fondamentales, enchâssées notamment dans la Charte des droits et libertés de la personne au Québec pour l'ensemble de la population. Mettre fin au dérapage illibéral de la CAQ. Au Québec, à quelques mois d'une élection générale qui pourrait mener le parti de la CAQ à être littéralement rayé de la carte électorale à l'automne 2026, l'opportunité est belle de faire du caquisme une parenthèse en ce qui concerne l'intégrité de nos contre-pouvoirs institutionnels, la Charte québécoise au premier chef. En effet, de toutes les démarches qu'il importe d'amorcer maintenant au Québec pour faire du renforcement de nos institutions démocratiques un projet porteur et emballant, leur stricte défense ne pouvant suffire pour barrer le chemin aux populistes, je suis persuadé que des efforts doivent impérativement être déployés pour réparer les conséquences du dérapage illibéral de la CAQ. Il s'est accéléré depuis la dernière rentrée parlementaire en septembre 2025 et la mitraille de projets de loi qui, s'ils sont adoptés, auront pour effet d'affaiblir durablement plusieurs de nos plus importants contre-pouvoirs. Pour ce faire, militer dès maintenant en faveur d'un retour à la version de la Charte québécoise qui était en vigueur avant l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018 s'impose. Le gouvernement de la CAQ a rompu le consensus antérieur concernant la modification de la Charte québécoise et y a intégré par une série de projets de loi qui ne la concernaient pas directement, différents principes controversés ayant pour objectif d'accroître les possibilités pour l'État de justifier des atteintes aux droits et libertés. Pour que notre charte demeure le puissant vecteur d'adhésion qu'elle était jusqu'ici et un contre-pouvoir effectif au Québec, il est indispensable d'effacer ces modifications illégitimes et de recommencer la discussion collective à partir de ce texte primordial de l'ordre juridique québécois. Après 2 mandats majoritaires et plusieurs projets de loi dont le marketing public a reposé sur une approche instrumentale similaire, on peut rétrospectivement affirmer que le hack de la CAQ repose sur l'instrumentalisation de principes largement consensuels au Québec. Cela pour les transformer en chevaux de Troie qui soit nous font collectivement reculer, soit imposent des désavantages à des portions de la population pour des motifs électoralistes. Que ce soit par son action en matière de laïcité de l'État, dont les principes généraux avaient par ailleurs déjà cours au Québec avant l'adoption de la loi de 2019, ou avec son projet illégitime de constitution, élaboré en catimini dans le bureau du ministre de la Justice, alors que ce projet n'avait jamais fait l'objet de quelque promesse électorale que ce soit lors de l'élection générale de 2022, les initiatives législatives structurantes de ce gouvernement portent toutes le germe d'un affaiblissement durable de plusieurs contre-pouvoirs appartenant à l'ensemble de la population, majorité et minorité incluses. Dans les heures qui ont précédé l'adoption, sous Bayon, de la loi sur la laïcité de l'État, le 16 juin 2019, la députée solidaire Catherine Dorion avait déploré cette première grande brèche à être pratiquée dans la digue qu'on avait fièrement érigée pour protéger les droits fondamentaux de tous les Québécois. 2 mandats caquistes plus tard, et au vu de la multiplication des recours aux mécanismes de suspension des droits fondamentaux avérés
et proposé au Québec et ailleurs au Canada, il est difficile de lui donner tort. Comme l'écrit magnifiquement Elisabeth Vallée dans la préface de mon essai, s'il est difficile de définir le moment exact où une démocratie meurt, il est aisé d'établir le moment où l'on refuse que les eaux montent. Face à l'imminence de la menace autoritaire, partout à travers le monde, nous avons la responsabilité d'agir maintenant. Dans cette optique, les élections à venir au Québec doivent nous permettre, collectivement, de faire du projet, de relever nos digues, la colonne vertébrale de nos projets politiques au cours de la prochaine décennie. En peu de mots commençants, la démocratie ne se défendra pas toute seule. C'était instaurer un contre-feu face aux feux de forêt autoritaristes. Un texte de Louis-Philippe Lampron, paru le 13 mai 2026 dans Droits et Libertés. Suis-je trop pauvre pour avoir des enfants? Une chronique de Lucie Piqueur, parue le 9 juillet 2026 dans Urbania. Un test de grossesse dans une main, une calculatrice dans l'autre. Plus jeune, quand je me demandais si je voulais fonder une famille, ma réflexion s'orientait vers mon sens des responsabilités, ma tolérance aux couches sales et les sacrifices que j'étais prêt à faire. Avec les années, lorsque j'ai voulu faire le choix de la parentalité, merci à mon horloge biologique pour le harcèlement, laissez-moi vous dire que la game avait bien changé. Une vie relativement stable, un paquet d'amour à donner et un humour approprié pour les moins de 12 ans, ça devrait suffire, non? Pas sûr. J'ai beau être prête à donner un rein à mes enfants sans réfléchir, j'ai réalisé que j'aurais peut-être dû vendre le rein en question pour me permettre de les élever. Alors, suis-je trop pauvre pour avoir un enfant? 2 enfants? 3 enfants qui jouent au hockey? La parentalité est-elle devenue une question financière plutôt qu'émotionnelle? Ce sont des questions difficiles, mais pas aussi difficiles que de trouver les moyens de payer 8 semaines de camp de jour entre 2 paiements de broche et une hypothèque. Une bouche de plus à nourrir, 3 fois par jour, pendant 18 ans, égale $. Selon Statistique Canada, un enfant coûterait environ 300 000 $ à ses parents entre sa naissance et ses 17 ans. En plus du siège d'auto et des cours de natation, on parle aussi du déménagement dans un logement plus grand ou de mettre des sous dans son REEE, par exemple. Est-ce que les calculs incluent le coût des fraises hors saison, des bottes qui font juste 3 semaines et du 23e sac à dos perdu dans l'autobus? Est-ce que les statisticiens prennent en compte le fait que maman va mettre un frein à sa carrière et rusher à payer un service de garde en attendant d'avoir une place en CPE? En tout cas, moi, j'y pense. Le malaise générationnel. Je crois que ce qui me heurte le plus dans cette réflexion, c'est à quel point notre génération ne l'a pas facile comparée à nos parents. J'ai grandi en écoutant les Simpsons, avec leurs 3 enfants et leur belle maison rose qu'ils avaient pu se payer avec l'unique salaire d'un gars pas trop éduqué. Comment ça, aujourd'hui, l'avenue d'un bébé représente un tel stress financier pour de si nombreuses familles? J'aurais pensé qu'avec des parents qui travaillent à temps plein, la question du poids financier d'un nouvel enfant ne se poserait même pas. Mais je ne rêve pas. En même pas 10 ans, le prix des logements a augmenté de 25 %, celui des transports a augmenté de 31 % et celui des aliments de 28 %. Donc, pour se reproduire en 2026, à défaut d'être riche, il faut être courageux et déterminé. À partir de quel salaire mérite-t-on de devenir parent? Là voilà la question qui tue. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'une rédactrice chez Urbania
ne gagne pas un salaire à 6 chiffres. Et pourtant, j'ai eu le culot de faire des enfants. La plupart du temps, je me réjouis de la place de ma famille dans l'économie circulaire. Franchement, on est privilégié car tous nos besoins de base sont satisfaits. Les trouvailles sur Marketplace et au Renaissance, les couches lavables et le meal prep sont mes amis. Et avec des enfants légèrement plus âgés dans mon réseau, je n'ai acheté aucun jouet ni aucun morceau de linge à mes enfants de moins de 2 ans. En nous tenant loin de la surconsommation, j'évite le plus possible d'ajouter l'éco-anxiété à mon anxiété financière. Malgré tout, il demeure un petit sentiment de honte tout au fond de ma conscience. Est-ce que je leur offre vraiment le meilleur? Est-ce que je devrais me sentir mal d'espérer qu'ils ne rêveront jamais de jouer du basson ou de s'entraîner pour les Jeux olympiques? Est-ce que j'aurais eu les moyens de les soutenir s'ils avaient eu un problème de santé ou des défis d'apprentissage coûteux en temps et en argent? Les réseaux sociaux ne font rien pour aider avec leur famille d'influenceurs qui nous enfoncent la décadence et les voyages à Disney dans la gorge. À quel point c'est cruel? Les finances pèsent maintenant aussi lourd que les rêves, les valeurs et la morale dans la balance décisionnelle de fonder une famille. La crise du coût de la vie est en train de transformer un désir humain fondamental en luxe. J'aurais aimé conclure en disant que l'amour est tout ce dont un enfant a besoin pour grandir, mais évidemment, ce serait mentir. L'argent influence concrètement et quotidiennement la parentalité. Par contre, les familles qui en ont peu ne méritent pas leurs enfants moins que les autres. Elles vont simplement faire comme des millions d'autres avant elles. Bricoler, s'arranger, en arracher, mais aimer leurs enfants autant que n'importe quelle famille aisée. Au fond, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'il n'y a que les riches qui ont le droit de fonder une famille sans galérer et culpabiliser? C'était « Suis-je trop pauvre pour avoir des enfants ?» une chronique de Lucie Piqueur, parue le 9 juillet 2026 dans Urbania.